Bonjour à tous. C'est ça, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, on est encore en rencontre virtuelle et on sait que on, si on se fie aux annonces du premier ministre hier, ça ne se terminera pas demain là, avec les nouveaux variants, puis la vaccination qui avance bien, mais peut-être pas suffisamment vite pour faire face à cette nouvelle menace-là. Mais il faut quand même garder le moral. Puis, je sais que chacun sur nos fermes, le travail continue. Les gens ont besoin de manger. Il faut continuer à produire. La pandémie a même eu des bons côtés au niveau de certaines productions. Alors, et aussi au niveau, je dirais, puis Jean-Thomas l'a mentionné un peu, là, mais au niveau de la réaction des consommateurs. Puis j'aimerais, moi, ce matin, qu'on s'arrête sur les enjeux positifs. Enjeux positifs, c'est un petit peu contradictoire, là, mais sur les éléments positifs de la situation que nous sommes en train de traverser. Bon, la pandémie, ça a été un choc, puis on a réagi, chacun à sa façon, certains avec beaucoup d'anxiété, d'autres moins, mais ça a été un choc pour tout le monde. S'ajuster avec nos familles, pas se voir. Moi, j'ai des petits-enfants que on peut pas rencontrer depuis plusieurs mois, touchés. Euh, j'ai, ça a chambardé nos vies, vraiment. Puis ça, je pense qu'on est encore en période d'ajustement parce que ça nous manque beaucoup, les relations personnelles. Jean-Thomas le mentionnait, là, il y a une limite à ce qu'on peut faire virtuellement. Et je pense que la limite, c'est au niveau émotionnel, au niveau même physique qu'on la ressent, là, puis elle nous affecte tous. Euh, dans nos vies de tous les jours, au niveau de l'action, l'UPA aussi a été en action. Dès le lendemain de la pandémie, on a mis en place des mesures pour se concerter parce qu'on avait besoin de se concerter comme jamais. On a un gouvernement qui a été très actif, un ministre de l'Agriculture qui a été très actif. Au Québec, il y a une cellule de crise qui s'est mise en place. À tous les jours, il y avait des rencontres le matin de toute la filière agroalimentaire. Ça allait de la restauration jusqu'à la production, en passant par le transport, la transformation, les détaillants. Tout le monde, à tous les matins, se parlait. Et on a réussi à résoudre plusieurs enjeux au fur et à mesure qu'ils se présentaient parce qu'au Québec, on a cette facilité-là à travailler en réseau parce que notre réseau est déjà installé. L'Union des producteurs, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, l'Association des restaurateurs, les détaillants, l'Association des détaillants d'alimentation. On a déjà au Québec un réseau bien constitué d'organisations qui sont en communication sur une base régulière. Alors, on a mis à profit ce réseau-là lors de la pandémie, puis on a réussi à agir rapidement. Je pense, entre autres, aux problèmes qu'on a connus dans les abattoirs. Ici, c'est surtout les abattoirs de porc. Mais lorsqu'on regarde la façon dont ça s'est résolu, le temps on a rapidement mis un protocole en place, on a pu réintroduire les employés sur les lignes de travail assez rapidement en minimisant les impacts chez les producteurs. Donc, ça a été des enjeux importants pour tous. Moi, ce que je retiens du choc, c'est ce que je retiens, puis ce que je dis encore, c'est la filière agroalimentaire a résisté parce que la pandémie n'a pas empêché la circulation des biens et des personnes essentielles. Mais les gens doivent comprendre que notre sécurité alimentaire repose aujourd'hui, en 2021, sur le transport des marchandises et sur la circulation des personnes essentielles. Si une pandémie avait été assez sérieuse pour empêcher la circulation des personnes essentielles, on serait en difficulté alimentaire. Si une pandémie avait empêché la circulation des biens,
on serait en difficulté, en insécurité alimentaire peut-être. Et ici, moins qu'ailleurs, dû à notre capacité de production. Mais il faut quand même réaliser que la filière agroalimentaire repose sur le commerce, sur le transport des marchandises. Et tout ce qui risque d'affecter le commerce, la production, le transport des marchandises ou la circulation des personnes dans le futur est une menace à la sécurité alimentaire dans plusieurs pays. Je pense qu'il faut, ça a été je pense que plusieurs personnes l'ont réalisé. Puis on dit, oui, la filière est solide, mais la filière est solide si les marchandises circulent et si les personnes circulent. Les consommateurs ont réalisé ça aussi. Puis, devant le risque que notre économie en souffre davantage, il y a eu un élan de solidarité vers l'achat local. Cet élan-là existait avant la pandémie. On le voyait, plusieurs d'entre vous l'avaient vu. On voit de plus en plus de projets de producteurs qui offrent du bœuf de leur ferme dans des kiosques ou en distribution. J'en ai rencontré lors des dernières portes ouvertes, les vraies portes ouvertes. Là, j'avais visité un producteur qui avait sa boutique, sa boucherie, à même sa ferme, puis qui vendait ses produits. Et il me disait que ses ventes augmentent mois après mois, il augmentait mois après mois, même avant la pandémie. Donc, la pandémie a accentué ce mouvement-là vers l'approvisionnement local, l'approvisionnement du Québec. Parce que d'abord, il faudra définir c'est quoi l'approvisionnement local. Ce n'est pas uniquement de son village. C'est d'abord à l'échelle du village, oui, quand c'est possible, à l'échelle de la province, voire même à l'échelle du pays. Mais lorsqu'on s'approvisionne localement, bien, les argents qu'on dépense pour s'alimenter sont réinvestis chez nous. Le ministre de l'Agriculture a lancé son défi 12 $. Si à chaque semaine, chaque ménage au Québec remplaçait 12 $ de produits importés par 12 $ de produits québécois, on réinjecterait dans l'agroalimentaire québécois 1 milliard par année. Donc, c'est énorme le potentiel que nous offre l'approvisionnement local ou davantage d'approvisionnement local. Et ça ne se ferait pas aux dépens de nos exportations. Parce que là où on exporte principalement le Canada, et ce qu'on exporte principalement, c'est des produits qu'on ne trouve pas dans les pays où on les distribue. Je pense aux porcs en Asie. L'Asie n'est pas en mesure de produire le porc que ça leur prend pour s'alimenter. Je pense au sirop d'érable, je pense au bleuet, je pense à la canneberge, je pense à nos produits transformés à valeur ajoutée. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on augmente chez nous notre autonomie alimentaire que nos exportations vont en souffrir. Alors, il y a un potentiel important pour nous à ce niveau-là, puis il y a un potentiel énorme au niveau de la production bovine. Je sais que c'est un défi important, mais lorsqu'on a fait la conférence avec le ministre de l'Agriculture, j'étais présent, et les gens de Bœuf Québec étaient là. Vous auriez aimé y être, vous auriez eu des choses à dire, mais on a mentionné à ce moment-là que le bœuf, par exemple, on importe environ, puis peut-être que vous me corrigerez, mais ce que j'avais entendu à ce moment-là, 70 % de la viande consommée au Québec est importée. Oui, on exporte des animaux vivants, on exporte beaucoup de vaches de réforme, on exporte des bourvillons qui se font abattre en Ontario, aux États-Unis, mais au niveau de la viande consommée chez nous, on est obligé soit de la réimporter ou soit de l'importer. On n'est pas autosuffisant. Donc, il y a un potentiel au niveau de la production bovine pour le Québec important. Un potentiel pour nos régions. Moi, j'y vois un potentiel pour nos régions aussi. On peut augmenter la production de veau d'embauche dans nos régions. On a au niveau pâturage, on a des opportunités. Au niveau du territoire aussi. Donc, puis on en produisait davantage avant. Donc, le potentiel de production est là. C'est aussi une production qu'on doit repositionner au niveau environnemental.
La production bovine fait partie d'un cycle où les ruminants font partie d'un cycle naturel dans l'agroécologie québécoise. Ils occupent des territoires où d'autres productions seraient plus difficiles à réaliser. Ils contribuent à éliminer le gaspillage alimentaire. Les bourvillons vont souvent être nourris avec des céréales qui, pour différentes raisons, ne sont pas de qualité suffisante pour la consommation humaine. Donc, c'est de la récupération alimentaire. Donc, c'est positif. Au niveau des gaz à effet de serre, je trouve ça curieux qu'on en parle parce que, quand même on en parle parce qu'il y avait des millions de ruminants sur le territoire canadien avant que nous, les humains, on arrive là. Alors, puis on n'avait pas de problème de surplus de gaz à effet de serre à ce moment-là. Donc, le problème du gaz à effet de serre, ce n'est pas les ruminants, c'est l'excès de l'usage des combustibles fossiles. Il faut éliminer les ruminants pour continuer d'utiliser du pétrole, ce n'est pas une solution. Alors, les ruminants ont un rôle à jouer dans les cycles agroécologiques sur un territoire comme le nôtre. Le lisier est une matière fertilisante importante produite par les ruminants. Donc, il faut repositionner, réhabiliter le ruminant. Et c'est vrai pour la vache laitière, c'est vrai pour le bovin, c'est vrai pour l'agneau, mais et il y a des recherches qui se font actuellement qui vont permettre, par une modification de l'alimentation, d'éliminer en partie le méthane qui est produit par la digestion des ruminants. Mais moi, faut loin de... Et c'est une source de protéines vraiment incomparable. Alors, il y a de l'espace pour réhabiliter le message concernant les ruminants. Et les Québécois, sont friands de s'approvisionner localement. Il y a donc un grand potentiel pour le secteur du bovin. Et là, je vais vous interpeller à essayer de réfléchir à l'extérieur de la boîte, comme on dit. Comment on fait pour atteindre ce potentiel-là? Comment on fait pour rentabiliser la production de viande bovine au Québec? Quand je dis rentabiliser, est-ce qu'on peut, par des approches différentes, dépendre moins de l'assurance stabilisation des revenus agricoles? Comment on peut arriver, par une meilleure concertation, meilleure utilisation des ressources naturelles, meilleure utilisation de notre potentiel, peut-être pas abattre le prix de ce qui est importé et de ce qui nous vient de nos grands transformateurs de viande au monde, mais comment est-ce qu'on peut développer un modèle québécois qui répondrait aux attentes des Québécois? Parce que les Québécois, et ça c'est mentionné aussi, sont prêts à payer légèrement plus cher pour un produit local. Et le légèrement augmente là, à mesure que leur sensibilité à l'achat local augmente. Donc, en même temps que leur capacité de payer plus ou leur intention de payer plus pour un produit local augmente, comment nous, est-ce qu'on peut offrir ce produit-là? Pas à n'importe quel prix, c'est certain, mais à la fois pour utiliser le potentiel qu'on a ici, améliorer notre autonomie alimentaire, répondre au désir des Québécois de s'approvisionner local. Et quand je dis ensemble, là, moi, j'inclus même les chaînes de distribution alimentaire. Alors, pour moi, c'est un beau projet que la Fédération des producteurs de bovins pourrait avoir, puis auquel, naturellement, l'UPA, on serait heureux de collaborer. Mais, et je suis sûr que le ministère de l'Agriculture aussi serait heureux de collaborer à un projet à une réflexion comme celle-là. Elle a déjà été faite, la réflexion. Je le sais que les solutions ne tombent pas du ciel, là. Je ne suis pas naïf, là. Les circuits de commercialisation sont durs à réorganiser. Je ne suis pas naïf, je connais tout ça, mais on ne peut pas ne pas faire l'effort d'y réfléchir. Toujours au niveau local, je dirais le volet environnemental aussi. J'ai parlé du volet environnemental bovin, mais plus globalement, on a un enjeu au Québec sur l'accès au territoire agricole, le maintien
de notre superficie, de nos superficies en culture, on a un règlement sur les entreprises. Le règlement sur les entreprises agricoles limite dans plusieurs municipalités du Québec l'accroissement des superficies en culture, mais il n'y a aucun règlement qui empêche de façon ferme et radicale l'empiètement de d'autres activités sur le territoire agricole. Donc, l'équation de ça, c'est qu'on perd des superficies en culture à chaque année au Québec sans aucune possibilité de les récupérer. Alors, il faut que ça cesse et on a on a l'engagement, cette fois-ci du ministère de l'Environnement, du ministre, pas du ministère, je fais une distinction entre ministre et ministère, du ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, à travailler avec l'UPA pour maintenir, voire augmenter nos superficies en culture au Québec. La menace vient, bon, naturellement, le REA, je vous l'ai expliqué, il faut lever ce moratoire-là. Il faut, à certaines conditions, pouvoir augmenter les superficies en culture. Pas à n'importe quelle condition, on s'entend, mais à certaines conditions, pouvoir augmenter les superficies en culture. Il faut pouvoir le faire parce que dans les zones inondables, on sait que la pratique de l'agriculture va être limitée, peut-être, oui, toujours permise, mais à certaines conditions. On a quand même plusieurs, avec les cours d'eau qu'on a au Québec, je pense juste au lac Saint-Pierre, la zone, il y a plusieurs milliers d'hectares qui sont en zone inondable dans ce territoire-là. On perd des superficies à cause des projets d'infrastructure qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de la population. On perd des superficies où on ne pourra pas développer certaines superficies à cause de la protection des milieux humides. Tout ça est important. Mais parallèlement à ça, on ne peut pas accepter de perdre des superficies, mais de ne pas se donner aucun moyen pour en regagner. Donc, le comité qu'on a mis ensemble, le mandat signé par les deux ministres et moi-même, c'est de maintenir, voire augmenter nos superficies en culture au Québec, d'autant plus que le gouvernement s'est donné une politique d'autonomie alimentaire. Et si on veut améliorer notre autonomie alimentaire, il faut pouvoir améliorer ou maintenir nos superficies en culture. Donc, ça, c'est quand même un dossier intéressant. J'ai jusqu'à quelle heure, moi? Par là, je suis parti, là. Mais puis, j'ai l'impression, je me vois, c'est comme si je m'écoutais. Puis personne ne m'ostine parce que bon. Alors, mais faire sa part, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe. Bon, ça, c'est un point important. Puis ça fait longtemps que l'UPA, on travaillait là-dessus. Je vais revenir sur la sécurité du revenu. Jean-Thomas en a parlé un peu, le SOS. Ça fait 2 ans que ce dossier-là a été lancé. Le CECPA, qui fait l'enquête sur les coûts de production, a proposé 3 façons d'actualiser le SOS, donc le salaire de l'ouvrier spécialisé dans la formule pour calculer les coûts de production dans les productions ASRA. La formule qu'on utilise actuellement date d'une vingtaine d'années. Donc, c'est sûr qu'il y a 20 ans, un ouvrier spécialisé, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, nos références ne sont plus bonnes, mais on continue de calculer nos coûts de production, nous, les producteurs, sur ces références-là. Comme si notre travail n'avait pas la même valeur qu'un ouvrier spécialisé d'aujourd'hui. Et ça, c'est un peu insultant qu'on soit traité de cette façon-là. Le travail des producteurs agricoles a changé. On doit être attentif. On est devenu, bon, autant au niveau informatique, au niveau de l'utilisation de la technologie, au niveau environnemental, au niveau génétique, notre travail se perfectionne et on a besoin de plus d'aptitudes, de connaissances qu'auparavant pour être un producteur agricole. Donc, le salaire de l'ouvrier spécialisé dans nos paramètres ASRA doit suivre l'évolution de ce qu'est un ouvrier spécialisé aujourd'hui.
On a 3 propositions qui ont été déposées à la financière agricole. Ces 3 propositions, suite à l'enquête qu'a fait le CECPA. Donc, ce n'est pas nous qui avons sorti ça de notre chapeau, là. C'est une enquête sérieuse qui a été faite par le CECPA. On a la financière est d'accord à procéder à un ajustement. Elle ne s'est pas opposée. Elle n'a pas fait de choix sur l'une ou l'autre des 3 méthodes proposées. Mais comme un changement imposerait des dépenses supplémentaires à 1 million de dollars par année pour la financière, elle doit avoir l'aval du ministre de l'Agriculture et du Conseil des ministres pour procéder. Donc, le dossier a été déposé sur le bureau du ministre de l'Agriculture. Et c'est lui maintenant qui doit aller chercher l'aval au Conseil des ministres, auprès du Conseil du Trésor, pour dégager la marge de manœuvre nécessaire à la financière agricole pour procéder au changement. Donc, c'est pour ça que Jean-Thomas a raison de dire qu'il faut que ça bouge. Et lorsqu'il m'a appelé le samedi en question, ça ne m'a pas dérangé pantoute. Et on a vite fait une rencontre et on a décidé, pour aider le ministre de l'Agriculture, d'aller rencontrer nos députés avec le dossier, donc producteurs ovins, bovins, porcins, céréales. Chacune des productions va avoir un dossier pour expliquer les conséquences chez eux que ça n'ait pas été corrigé encore. Et on espère, par cette démarche-là, sensibiliser suffisamment le gouvernement pour qu'il accepte qu'un producteur agricole soit traité comme un employé spécialisé d'aujourd'hui, des années 2020. Il n'est pas normal que nous, on soit encore considérés comme des ouvriers spécialisés qui datent de 20 ans. Donc, c'est une actualisation, c'est une correction qui est nécessaire à faire. La même façon qu'il est nécessaire d'augmenter les salaires de nos employés à chaque année, la même façon qu'il est nécessaire d'augmenter et de corriger le salaire minimum à chaque année. Il n'est pas normal que nous, les producteurs agricoles, l'assurance qui couvre nos revenus ne s'ajuste pas à l'évolution de la société, à l'évolution des coûts de la vie. Voilà. Alors, je pense que c'est clair. Puis moi, je suis content de la démarche que vont entreprendre les 4 fédérations concernées avec l'UPA dans ce dossier-là. Un autre dossier, c'est les taxes foncières agricoles. On a eu le projet de loi 148. C'est une nette avancée. On a maintenant un plafond sur les valeurs taxables, mais c'est un dossier sur lequel on va continuer parce que les coûts des taxes foncières agricoles coûtent de plus en plus cher aux producteurs, mais aussi à l'État. Et principalement parce que la façon d'évaluer les terres agricoles, je l'ai répété souvent, n'est pas la bonne. On ne tient pas compte de la rentabilité agricole de nos terres. On tient compte uniquement de la valeur spéculative de nos terres pour établir la valeur taxable. Et ça, ce n'est pas normal. Je vais prendre une entreprise. Les entreprises, oui, il n'y a pas de régime d'évaluation foncière comme pour les terres agricoles ou les maisons. D'ailleurs, les terres agricoles ne devraient pas être évaluées comme de simples bungalows sur le territoire parce que la procédure est la même. Mais une entreprise, en partie, est évaluée selon les rendements qu'elle génère et non pas uniquement selon la valeur de ses équipements. Alors, il y a encore un travail à faire, puis on va le poursuivre. On a franchi certaines étapes avec le projet de loi 148, mais il y a encore des étapes, il y a encore du travail à faire dans ce dossier-là. Un autre dossier où on a réussi à faire pencher le gouvernement, c'est celui des bennes basculantes. Vous savez, il y a eu des accidents sur les routes avec des camions dont les bennes étaient levées, puis ils ont frappé des viaducs. Ça aurait pu être très dangereux. Et le gouvernement est intervenu pour que les camions soient équipés d'avertisseurs qui empêchent un camion de rouler avec une benne qui est levée.
le projet de loi se serait appliqué, et comme il est écrit actuellement, la loi, elle est adoptée, ça s'applique aussi aux bennes basculantes qu'on utilise derrière nos tracteurs de ferme. Alors que la situation et le danger sont nettement moindres et la situation est très différente. Alors, il y aura un arrêté ministériel déposé au Conseil des ministres pour soustraire les bennes basculantes qui sont attachées derrière les tracteurs de ferme du règlement. Et on est très content de ça parce que, encore une fois, c'était des coûts de plusieurs milliers de dollars pour équiper nos tracteurs et peut-être plusieurs tracteurs de la même entreprise parce que ce n'est pas toujours le même tracteur qui va sur ces bennes-là. Et par rapport au risque que ça faisait courir soit aux infrastructures ou soit risque d'accident, c'est très, très minime. Puis des accidents avec des bennes basculantes en arrière des tracteurs de ferme, moi, j'en ai pas répertorié. Personne n'est capable. On me dit, oui, il y a déjà eu des fils d'arrachés, mais des accidents répertoriés, non. Alors, merci, M. Bonnardel, d'avoir réagi et d'avoir et M. Lamontagne, parce que c'est M. Lamontagne qui est intervenu auprès de M. Bonnardel dans ce dossier-là, mais c'est là où on voit lorsqu'on l'UPA, on parle au nom et pour les producteurs dans toutes les productions, puis c'est un autre exemple. L'UPA aussi, on veut augmenter les services qu'on offre aux producteurs, les améliorer et les augmenter. Je pense services conseil, fiscalité, comptabilité, les services en main-d'œuvre. On travaille déjà étroitement avec Ferme pour tout ce qui s'appelle les employés étrangers, temporaires et saisonniers. Alors, peu importe la taille de nos entreprises, c'est très difficile d'avoir de la main-d'œuvre. Dans nos régions, et ça, je le dis souvent, là, la situation est beaucoup plus difficile que dans les grandes villes du Québec. Le taux de chômage est très bas. Actuellement, en Chaudière-Appalaches, alors qu'on est encore en pandémie, que les restaurants sont fermés, qu'il y a encore beaucoup d'activités qui ne fonctionnent pas, le taux de chômage est à 4 à ce moment ici. Là. Alors, c'est invivable, c'est intenable pour les entreprises, non seulement agricoles, pour les entreprises. Partout, on s'arrache les employés et le secteur agricole fait face à cette pression-là. Donc, il faut vraiment aider à, moi je le dis, favoriser l'immigration dans nos régions. On n'arrivera pas à combler tous les postes disponibles sans l'immigration. On a besoin de plus d'immigration dans nos régions pour répondre aux besoins qu'on a en main-d'œuvre. Les employés étrangers temporaires et les employés saisonniers sont essentiels. Lorsque je disais tout à l'heure que la sécurité alimentaire dépend de la circulation des personnes, je faisais référence à ces personnes-là. Demain matin, si aucun des 16 000 travailleurs agricoles étrangers ne peut venir au Québec, on est en pénurie alimentaire dans quelques semaines. Parce qu'on ne peut pas planter, on ne peut pas semer. Il y a beaucoup de producteurs qui vont réduire de façon importante leur cheptel. On dépend de la circulation des personnes maintenant. Alors, il faut trouver des façons pour que ces employés-là puissent venir plus facilement chez nous, que ça coûte moins cher à chaque producteur d'utiliser les services des agences qui les recrutent. Donc, si on veut maintenir et augmenter, voire même augmenter, oui, notre production agricole. Alors, le dossier main-d'œuvre est un dossier extrêmement important. Et le dernier point, on a des centres de fiscalité et de comptabilité à travers tout le Québec. Vous savez que si nos centres de fiscalité et comptabilité étaient regroupés, on serait le 5e bureau en importance au niveau comptabilité et fiscalité au Québec. Il y a peu de monde, il y a peu de gens qui savent ça. On peut offrir encore beaucoup plus de services via ces centres-là. Je parlais main-d'œuvre, mais on peut parler de services d'évaluation. On peut, de plus en plus, les producteurs auront besoin aussi, avec la complexité de nos relations administratives avec l'État ou autres, de soutien technique, pas uniquement professionnel, mais technique sur nos fermes. Donc, les centres de fiscalité, on les a regroupés dans une coopérative
pour améliorer la promotion, améliorer le service et développer de nouveaux services aussi pour répondre aux besoins des producteurs agricoles. Alors, j'attends les questions. Vous allez probablement avoir des questions sur qu'est-ce qui se passe avec AgriStabilité. Je vous suggère de n'en poser une parce que j'avais de quoi dire là-dessus, mais là, mon temps est écoulé. Mais si vous me posez la question, je vais pouvoir l'aborder. Alors, je vous suggère une question sur AgriStabilité. Sur ça, je vous remercie. Je remercie Jean-Thomas. Vous savez, c'est pas facile. Première année de présidence, de se ramasser dans ces circonstances-là, c'est vraiment pas facile. Alors, je félicite. Il s'intègre bien au Conseil général. Comme il n'est pas gêné du tout. C'est pas quelqu'un du tout gêné. S'il vous dit qu'il est gêné, croyez-le pas, parce que c'est pas vrai. Pas timide, pas du tout. Alors, c'est de bon augure pour vous parce qu'il vous représente. Alors, il va sûrement savoir se faire entendre. Je suis sûr de ça. Alors, sur ça, je vous souhaite un beau printemps et un bel été.